Parlons éco, de la vigne et des hommes, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans De la vigne et des hommes, de la vigne et des femmes. Aujourd'hui, ce sont deux hommes qui vont être avec nous. Il s'agit de Thomas Livourin, qui est le responsable hospitalité à la Maison Boineau, car nous sommes revenus à la Maison Boineau, à Angeac-Champagne, où nous avions déjà fait une émission sur le cognac. Et aujourd'hui, avec un autre produit, il s'agit du whisky. Alors, comment le whisky arrive dans une maison de cognac ? On va le savoir, notamment grâce à Victor Wade, qui est le maître assembleur en whisky, et puis aussi le responsable commercial de l'ensemble des eaux-de-vie. Et nous allons faire une balade, d'abord ici dans cet endroit si particulier, où il y a cette marque qu'ils ont créée en 2022, qui s'appelle Eriose, qui est cette marque de whisky de la Maison Boineau. Ensuite, nous irons faire un tour à la distillerie, et puis dans le chai de vieillissement, avant la dégustation. Bonjour Thomas. Bonjour et re-bienvenue. Merci, et bonjour Victor. Bonjour, enchanté de vous recevoir. Ravi de vous voir, de vous revoir, puisque vous êtes le responsable hospitalité. Vous nous aviez déjà dit en quoi correspondait votre poste. C'est celui aussi d'accueillir, de faire les visites. Donc c'est une maison qui se visite. On va en dire deux mots tout de suite pour ne pas l'oublier avant la fin. Et puis on va parler du whisky. Bien sûr, avec grand plaisir. Moi, j'ai la chance d'accueillir nos visiteurs, qu'ils soient français ou étrangers, dans notre belle maison pour parler et cognac et whisky. Et donc, depuis cette année, nous avons un circuit dédié au whisky Eriose pour comprendre son histoire, sa création, les étapes d'élaboration et de faire découvrir ces notes gourmandes et fruitées à nos visiteurs à travers 3 visites différentes. Une visite plutôt classique du site et des visites ensuite qui peuvent s'articuler autour d'une création d'assemblage. Donc les visiteurs peuvent repartir avec leur propre whisky assemblé avec nos eaux de vie, les eaux de vie que Victor et son équipe auront élaborées pendant plusieurs années. Et également une création d'assemblage de cocktail, où on va pouvoir déguster le whisky autrement. Maintenant, Victor Wade, vous êtes le maître assembleur. Comment vous êtes perçu par ceux qui font du whisky dans les pays anglo-saxons, je ne sais pas, et par rapport ici, quel est alors je ne parle pas forcément de la marque Eriose ici à la Maison Boineau, mais d'autres qui se sont mis à faire du whisky. Comment est-ce que c'est perçu au niveau commercial et au niveau des autres maisons de whisky qui pourraient dire « mais nous on ne fait pas du cognac, pourquoi vous vous mettez à faire du whisky ?» Les acteurs internationaux vont nous voir encore à l'heure actuelle avec un regard un petit peu méfiant ou dubitatif, si ce n'est pas de la méfiance. Et les autres confrères français, en fait, je ne dirais pas qu'on est dans la concurrence, on est plutôt dans la volonté en fait, si je prends une formulation un peu basique, le gâteau est assez gros pour tout le monde. On est plus dans la volonté de collaborer et de faire monter ensemble l'appellation Whisky de France et en tirer tous profit. Chacun a un positionnement différent, un réseau de distribution différent. En France, on est un des premiers pays, le premier ou deuxième pays consommateur de whisky au monde. Premier pays consommateur de whisky écossais, deuxième tout whisky confondu. Donc il y a vraiment un marché. Et donc après, chaque distillerie, en fonction des régions, va avoir ses spécificités et va pouvoir se démarquer les uns des autres. Mais c'est dans une ambiance tout à fait conviviale. Bien, il n'y a pas encore une union des fabricants de whisky français. Si, il y a une fédération du whisky de France, la FWF, qui a été créée il y a quelques années et qui protège les producteurs. Et donc, je vous parlais tout à l'heure du sujet de la création d'une IG whisky de France. C'est le grand sujet actuel. Maintenant, quel va être le parcours ? Et ensuite, on va aller voir à la distillerie. Mais quel va être le parcours, le cheminement pour arriver jusqu'à la distillerie, par exemple ? Si on schématise de manière assez facile, il y a une orge. Ensuite, elle va être broyée. C'est un schéma qui est derrière moi qui résume bien le principe. Une orge, on peut regarder sur le très beau petit panneau, ça va nous aider à poser les choses. Une orge qui est 100% française. Ensuite, nous, on travaille avec un partenaire brasseur avec qui on donne un cahier des charges, avec qui on travaille en étroite collaboration. Et donc, je vous disais que cette orge, elle va être concassée, broyée, si vous voulez. Il va avoir la partie maltage, donc avec de l'eau, avec différentes eaux à différentes températures,
pour libérer le sucre. Alors le maltage, c'est quoi? Une sorte de macération? Non, le maltage, c'est l'orge, elle va être trempée, elle va être pour avoir une germination. Et ensuite, pour stopper la germination, on va le malter. Dites-vous que c'est comme si on séchait l'orge. Et en fait, donc, le maltage, c'est sécher l'orge. Ensuite, les broyer. Ensuite, il y a le brassage avec de l'eau à différentes températures. On va transformer l'amidon en sucre, si vous voulez. Et ensuite, durant la partie fermentation, on va ajouter des levures. Et donc, c'est ce sucre qui va se transformer en alcool, ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Ensuite, il y a la partie distillation. Donc, nous, on va faire une double distillation dans nos petits alambics charentais qu'on utilise, les mêmes qu'on utilise pour le cognac. C'est des petits alambics tout en cuivre que nous verrons tout à l'heure, qui sont très jolis, de 25 hectolitres. On fait une double passe, une double distillation, une distillation discontinue, appelons-la comme on veut, à la méthode très classique comme les Écossais, sauf que notre outil de travail est très différent parce que nos alambics sont beaucoup plus petits, mais on pourra parler plus technique après. Et ensuite, on va faire vieillir ça dans des anciens fûts de Bourbon majoritairement, donc c'est dans des anciens fûts qui viennent des États-Unis, pendant minimum 3 ans. On va réduire progressivement avec de l'eau, parce que le but du jeu, c'est quand même d'avoir le meilleur mariage, la meilleure harmonie entre le bois, l'alcool, et donc on réduit progressivement avec de l'eau pour que ça soit le plus harmonieux possible à la fin, le produit fini. On a une source d'eau à 280 mètres sous la propriété, donc on utilise cette eau-là, on va l'osmoser pour qu'elle soit pure, parce qu'ici l'eau est très calcaire quand même, et on va utiliser cette eau-là pour réduire progressivement ce qu'on appelle aussi, ce qui est très connu dans le milieu du cognac, une réduction lente et progressive, ou une réduction cognacaise. Donc là on parle de whisky, donc on va dire lente et progressive, pour nos produits, et ensuite on va les assembler. Donc c'est tout un travail d'assemblage, c'est-à-dire que même si ce produit est un single malt, donc single malt, la définition, c'est que c'est uniquement de l'orge et que ça provient d'une seule distillerie. C'est ce qu'on fait. Mais par contre, single malt ne veut pas dire qu'on prend qu'un seul fût. On va assembler plusieurs fûts différents, même si il n'y a par exemple pour le classique que des fûts de Bourbon dedans. C'est un travail d'assemblage parce que tous les fûts ne sont pas pareils. Et donc c'est ça qu'on appelle le travail d'assemblage de création. Et après pour le petit tourbé et pour la finition en Pinot des Charentes, c'est encore plus subtil parce que là on vient apporter des fûts différents. Oui, mais là on est déjà dans la dentelle et on ne va pas aller jusque là, on dira à la fin. En tout cas, vous, c'est comme pour le cognac, on fait des assemblages en partant des fûts, comme vous l'avez dit, de Bourbon. Alors si vous voulez bien, maintenant, moi j'aimerais bien aller voir vos petits alambics dont vous parlez. Alors si vous voulez bien, Victor et Thomas, on y va? C'est parti. Allez, c'est parti. Allez-y, faites comme chez vous. Alors nous voilà maintenant dans la distillerie que nous connaissions déjà. C'est un très bel ensemble d'alambics qui sont à côté de nous, sur toute une colonne, et puis de part et d'autre. Mais je préfère que Thomas nous décrive l'endroit et nous dise ce qu'on va faire ici. Alors effectivement, la distillerie est un des moments importants de la visite, puisque c'est une étape clé, que ce soit dans la production du cognac, mais aujourd'hui sur la focalisation whisky, puisqu'on va transformer ce qu'on appelle le wash, qui est notre mood malt fermenté, directement en eau de vie de whisky, ce qu'on appelle le New Make Spirit. Il y a beaucoup d'anglicismes sur la partie whisky. Donc effectivement, ce lieu absolument magnifique est le lieu dans lequel on va effectuer cette double distillation. Donc on va repasser, comme le disait Victor tout à l'heure, 2 fois le liquide de la chaudière que l'on a à côté de nous jusque dans la cuve de condensation derrière nous, et ce qui va nous donner, au bout de la double distillation, ces eaux de vie que Victor et son équipe vont ensuite déguster pour valider le processus et que ces eaux de vie puissent aller en vieillissement. Alors Victor, à quel moment on distille ici pour le whisky? Alors ici, on distille pour le whisky, donc comme je vous le disais tout à l'heure, hors période cognac. Donc notre période de distillation, notre créneau est assez bien ficelé. C'est à partir du mois d'avril, je dirais avril, mai, juin et de temps en temps septembre. Parce que juillet, août, il fait trop chaud, c'est un peu une aberration énergétique de distiller, c'est même très compliqué de distiller pendant l'été. Donc c'est surtout cette période printemps
et un petit peu en septembre. Mais en septembre, c'est un peu plus compliqué car on est un peu soumis aux aléas de la météo pour le cognac. Et donc, si on a une vendange un petit peu plus précoce, il faut quand même minimum 15 jours, 3 semaines pour nettoyer l'ensemble de nos équipements entre la période du whisky et celle du cognac. Bien évidemment. Je comprends bien. Il faut faire place nette et tout nettoyer. Exactement. Alors là, Thomas, vous avez mis 2 bouteilles d'eau de vie. Enfin, en tout cas, c'est comme de l'eau de vie. C'est comme de l'eau, c'est clair. Hein, ce sont 2 grandes bouteilles d'1 litre, bien transparentes. Et puis 4 petits verres. Qu'est-ce que vous allez nous faire déguster Alors, je dois dire que de l'abus d'alcool... À consommer avec modération, exactement. Voilà. Alors, c'est quoi? Dans l'idée, toutes nos visites sur la partie Hériose sont ponctuées de petits arrêts sensoriels, sensoriels olfactifs, où on va vraiment immerger nos invités sur les arômes, les goûts, la palette aromatique de nos whiskies. Donc là, effectivement, on vous a préparé 2 bouteilles qui sont donc des New Make Spirit, donc des cœurs d'eau de vie. Et l'idée sera de faire la différence entre des eaux de vie qui sont non tourbées, dans lesquelles on ne rajoute pas de tourbe, ce côté fumé qui est très caractéristique du whisky, et un cœur d'eau de vie qui sera plutôt tourbé. À noter qu'avant votre dégustation olfactive, la distillation de nos whiskies se fait, en tout cas de nos eaux de vie de whisky, se fait également sur lit. C'est-à-dire que l'on garde les levures, on garde cet héritage de notre distillation cognac, de notre savoir-faire cognac, au service de ce nouveau spiritueux qu'est le whisky. Donc je vous laisse procéder à la dégustation comparative avec votre nez pour vraiment sentir tous ces arômes fruités et céréaliers. Alors, je suis en train de... Ah oui, c'est complètement différent. Il y en a un qui a une odeur de fumée même. Exactement, c'est ça. C'est de la tourbe que l'on va intégrer, que notre partenaire brasseur va intégrer au moment de son travail de maltage, de brassage. Et ensuite, nous, c'est du mou de malt fermenté tourbé que l'on va déposer dans les alambics pour faire la double distillation. Et donc maintenant que vous avez fait cette dégustation, et donc j'espère que vous aurez validé ces échantillons, on va pouvoir passer à la partie vieillissement dans nos fûts de Bourbon. Alors nous voilà après un tout petit périple à l'extérieur, au chai numéro 18, où nous étions déjà venus, mais pour la partie cognac, avec toutes les Dames Jeanne. Alors on a fait ce parcours avec une haie d'honneur de Dames Jeanne, et en toile de fond d'autres barriques qui sont dans cet immense chai, pour arriver au fond du chai, mais ce n'est pas le fond du sujet aujourd'hui, c'est le whisky. Et là, nous avons, Victor, les barriques qui contiennent tout ce processus dont vous nous avez parlé, de l'orge jusqu'à cette distillation et maintenant au vieillissement. Exactement, la partie la plus magique, dirait certaines, où tout n'est pas explicable ou encore expliqué. On parle aussi d'un phénomène de part des anges, donc c'est-à-dire l'évaporation qu'il va y avoir un petit peu tous les ans, où l'alcool va se concentrer, va se fondre avec les arômes du bois et du fût qu'il a contenu. Donc ici, on est dans le chai 18, où il y a une petite partie de nos fûts, et ensuite qui sont répartis sur plusieurs de nos chais de vieillissement. Au total, on en a 5 ou 6. Donc voilà. Alors, on part de la distillerie et on amène dans ces fûts qui ne sont pas les mêmes fûts que pour le cognac, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, Victor. Et effectivement, ce ne sont pas les mêmes fûts. Généralement, nous n'utilisons pas de fûts neufs. Donc, ça reste du chêne. Pour les fûts de Bourbon, c'est du chêne américain, Quercus alba, et c'est un fût qui a déjà été utilisé une première fois pour le Bourbon pour faire du Bourbon aux États-Unis, que nous utilisons derrière. Et c'est ce qui va donner toute cette aromatique assez gourmande, pâtissière, sur des arômes de vanille, un peu de coco, de poivre, qui sont un peu les arômes, on va dire, principaux qu'on peut retrouver sur un fût de Bourbon. Bien, alors là, là, il faudrait peut-être l'image. Merci à Denis Charbonnier de nous filmer si vous regardez l'émission sur YouTube ou sur nos sites RCF. Mais on a une odeur incroyable. Ça sent très très bon. Moi, c'est mon endroit préféré de l'ensemble du site et de la distillerie. C'est toute cette évaporation, entre guillemets, qui donne ce côté
Enivrant, j'allais dire. Exactement, le mot est bien choisi. Alors après, en été, des fois, quand il fait chaud, faut pas rester non plus trop longtemps parce que les vapeurs d'alcool peuvent être un peu plus présentes. Mais c'est vrai que c'est vraiment ici où toute la magie opère et c'est un endroit où il fait frais, où ça sent bon et où on voit tout le produit qui a été extrêmement bien travaillé et qui là va vieillir et qui va donner tout le sens au produit fini. On va peut-être rester là. Ouais. Alors justement, ça peut vieillir combien de temps? Et comme vous êtes maître assembleur, cher Victor, comment ça va se passer ensuite pour créer ce whisky Hérios dans ce magnifique flacon dont on a parlé tout à l'heure, dont Thomas nous a parlé? Donc ça va vieillir au minimum 3 ans. Chez nous, nos whiskies ont plus aux alentours des 4 ans parce qu'on essaye de leur donner un petit peu plus de structure et de profondeur. Et ensuite, bien sûr, on garde des lots pour plus tard, pour pouvoir proposer des éditions plus âgées. Donc comment ça va se passer? On va sélectionner, on va échantillonner sur plusieurs barriques, sur plusieurs lots, sur plusieurs millésimes, différents lots. On va aller dans notre atelier de dégustation, en comité de dégustation, avec aussi le responsable de la distillerie et des opérations liquides. Et on va déguster, on va faire des tests d'assemblage. Une fois que, si je vulgarise, une fois que la recette est définie, on le passe à proportion, on va dire, à plus grande échelle. Et donc, on va pomper dans les fûts, on va l'assembler, on va le laisser reposer pour stabiliser le produit et ensuite le mettre en bouteille. Où est-ce qu'on trouve votre whisky Hérios? Alors, où est-ce qu'on le trouve? On va dire, comme dirait notre commercial numéro 1, chez tout bon caviste. Majoritairement, on privilégie le réseau traditionnel, donc les cavistes indépendants, certains chaînés. Mais je dirais avant tout, et ça va me faire rebondir sur mon collègue Thomas, on le retrouve chez nous à la distillerie. Bien, alors merci beaucoup Victor. On va passer à la partie toujours visite et puis où on peut l'acheter aussi, ce whisky Hérios, Thomas. Avec grand plaisir, on y va. Alors Victor, Thomas, nous voilà maintenant arrivés dans cette salle magnifique avec son mur vitrail de cul de bouteille, on va dire, avec ce magnifique bar. Et devant, vous nous avez mis le whisky Hérios, Thomas. Exactement, on a le plaisir de proposer à la fin de chaque visite du whisky Hérios une dégustation. Comme je le disais auparavant en début d'émission, on a 3 visites différentes sur la partie Hérios. La visite classique qui est la petite balade que l'on a fait ensemble avec plaisir ce matin avec la dégustation de notre gamme, donc de nos trois whiskies classiques. On va avoir ensuite notre visite dédiée autour de la mixologie des cocktails où là, après la visite du site, on va proposer à nos invités de reproduire 3 cocktails signature avec 3 produits différents, 3 whiskies différents, comme le disait Victor tout à l'heure, en fonction des typologies d'arômes et de structures, ça va donner des expériences de dégustation différentes. Et juste devant nous, on a mis en place la dégustation qui est incluse dans notre atelier d'assemblage, création d'assemblage, où vous avez différentes eaux de vie qui ont été travaillées par Victor et ses équipes, et toutes les équipes Hérios, qui vont permettre ensuite de créer notre propre assemblage, et nos invités repartent avec leur propre whisky élaboré par leurs soins à la maison. Très bien, magnifique. Et puis même, je vois l'édition Pinot, l'édition Porto. Victor, vous parliez tout à l'heure de cette partie si spécifique avec Pinot, le whisky. Oui, mais en fait, on a dans notre gamme signature dont parlait Thomas, une finition en fût de Pinot. Donc c'est 2 ans et demi en fût de Bourbon, puis 1 an et demi en vieux fût de Pinot des Charentes Blancs, des fûts qui ont entre 15 et 20 ans, donc qui apportent une belle aromatique et une belle rondeur. Et on a également, comme le mentionnait Thomas dans l'atelier d'assemblage, différents profils assez radicalement différents qui vont du Pinot au Porto, au Tourbé, au non-Tourbé, au fût de Chéri, qui vont permettre, on va dire, aux consommateurs ou aux visiteurs de s'amuser à assembler pour créer sa propre recette. Comme un atelier de cuisine, mais pour le whisky. Parfait, c'est toute une aventure. À vous deux, Victor et Thomas, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et puis on vous dit peut-être à bientôt pour une autre émission de la vigne et des hommes, de la vigne et des femmes.